Je vais maintenant vous proposer une troisième extension des modèles en équilibre partiel. Donc on va introduire une chaîne de valeur et on va garder en même temps un marché mondial. Donc on va partir en fait du modèle précédent, mais cette fois-ci appliqué au soja. On va cette fois-ci introduire différents stades de transformation. Dans le modèle qu'on va faire, il n'y en aura que deux. Dans la réalité, il y en a souvent beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on implémente une réforme politique à un stade de transformation, ça applique en fait tous les autres stades. Donc, par exemple, s'il y a trois stades de transformation, 1, 2 et 3, et si on met une taxe par exemple au niveau du deuxième stade, ça va modifier l'activité à ce stade et donc ça va modifier effectivement la demande qui est adressée au secteur 1 qui est en amont. Et puis si ça effectivement en même temps non seulement affecte l'activité mais aussi le prix au niveau du deuxième stade, cette taxe, ça va modifier le prix des inputs en aval, au stade 3. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que on a un instrument politique qui va en fait, qui est appliqué à un stade et qui affecte tous les stades. Et c'est vraiment une problématique politique actuelle, très forte, des politiques agricoles, industrielles, commerciales, l'insertion dans les chaînes de valeur internationales. Et donc même si on le fait ici d'une manière très simple, c'est vraiment un sujet qui est important aujourd'hui. On va donc adopter une représentation ici très simplifiée, puisque en fait c'est véritablement uniquement fait cette extension pour vous initier à comment on peut représenter des chaînes de valeur. Donc en fait le modèle qu'on va adopter est très simple. On va avoir une industrie en amont, plutôt une activité en amont, le soja. Et puis on va avoir en aval en fait le soja qui est utilisé comme aliment du bétail, donc dans une autre activité économique qui est l'activité en aval, qui est l'activité de effectivement avoir un bétail et produire une matière première pour l'industrie de la viande. Alors en fait, dans la réalité, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc je vais essayer de vous représenter quelque chose qui est beaucoup plus réel et qui pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un travail de votre part, de modélisation et d'analyse, d'évaluation économique. En fait, il y a une industrie centrale qui est l'industrie de la trituration. En fait, à partir d'oléagineux, comme le soja, le colza, le tournesol, mais aussi d'autres oléagineux, on a un procédé de trituration qui produit en fait deux biens. D'un côté, les tourteaux de soja en particulier, qui sont utilisés dans l'alimentation du bétail, et puis l'huile. En fait, il y a un procédé qui extrait l'huile, et le reste sert à faire de l'aliment du bétail. Donc d'un côté, on fait de l'aliment du bétail, des tourteaux, qui vont effectivement dans l'activité économique du bétail, qui est transformé ensuite, utilisé par les abattoirs, puis qui va servir dans l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, on fait de l'huile végétale, et avec cette huile végétale, on peut faire différentes choses. Soit, par exemple, ça sert l'industrie agroalimentaire, soit pour l'alimentation, soit ça sert à faire des biodiesels, donc des biocarburants, non pas de l'éthanol, mais des biodiesels. Ça permet effectivement de concurrencer d'autres sources d'énergie comme l'éthanol ou l'essence classique. Donc en fait, vous voyez que la réalité est relativement complexe. Ça peut se représenter, ceci, plus ou moins de façon détaillée. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est simplement avoir deux activités économiques. C'est le modèle qui est ici sur la gauche. Une industrie en amont, soja, une industrie en aval. On va voir comment on peut représenter ça. On va le représenter même de manière simplifiée, quitte à ce que, effectivement, vous travaillez sur quelque chose de plus détaillé. Alors en fait, l'introduction d'une chaîne de valeur peut se faire effectivement de manière assez simple.
ce que je vous demande, c'est de reprendre le programme précédent. Le programme précédent de représentation d'un marché mondial, vous vous souvenez. En fait, il y avait 4 équations génériques. Alors, génériques au sens où elles s'appliquent, sauf une, à un ensemble R de pays ou régions du monde. On avait simplement donc une offre définie donc sur chaque pays ou région du monde, une demande définie sur chaque pays ou région du monde, et puis un lien entre prix local, P2R, et prix mondial, par le biais en fait soit d'une taxe à l'importation, soit d'une taxe à l'exportation. Et puis la dernière équation, qui était unique, c'est que l'offre mondiale égale la demande mondiale. Eh bien, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de reprendre cette représentation d'un marché mondial. Ce sera pour le soja. Et puis, on va introduire un secteur de la viande qui va être représenté exactement de la même façon, donc avec exactement les mêmes équations. Donc, une équation d'offre, une équation de demande, une équation de relation entre prix local et prix mondial, et puis une équation de détermination du prix mondial par l'égalisation de l'offre mondiale et de la demande mondiale, mais cette fois-ci appliquée au secteur de la viande. On va utiliser la lettre M pour ceci, pour meat en anglais, et donc on va avoir effectivement 4 nouvelles équations avec des nouvelles variables qui vont être l'offre, qui va être XSM pour chaque pays, la demande, qui va être XDM pour chaque pays, le prix local, qui va être PM pour chaque pays, et puis un prix mondial, qui va être PME. Et puis on va avoir des droits de douane sur la viande, à l'importation, TM2R, et des taxes à l'exportation, TM2X, là aussi, définies pour chaque pays. Alors ce qu'on va faire, donc, c'est que maintenant il faut introduire un lien entre les deux secteurs, l'industrie en amont et l'industrie en aval, l'activité économique en amont, c'est-à-dire le soja, et puis l'activité économique en aval, c'est-à-dire effectivement le bétail. Il faut établir un lien. Et là, on va le faire de manière très simple, c'est-à-dire qu'on va le faire dans 2 équations. Premièrement, la demande de soja, c'est-à-dire l'input, va dépendre de l'activité locale dans le secteur du bétail, donc l'activité en aval. Donc on va simplement en fait avoir l'équation de demande de soja dans un pays XD2R qui va dépendre non seulement du prix local du soja, selon une relation décroissante, mais aussi de l'activité locale dans le secteur en aval, c'est-à-dire l'offre de bétail XSM de R. Et ça dépend selon une relation croissante. Plus il y a d'activité en aval, plus il y a de demande d'input, donc plus la demande de soja est forte. Vous voyez que c'est très simple. On l'introduit aussi, cette relation, dans une deuxième équation, l'offre de bétail, qui dépend généralement du prix du bétail, selon une relation croissante. Plus le prix du bétail est élevé, plus l'offre de bétail est élevée. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça dépend aussi du prix de l'input. C'est un coût de production. Donc, plus ce prix est élevé, moins l'activité va être forte. Donc, il va y avoir une relation décroissante. Donc, en fait, l'offre de bétail, donc l'activité en aval, dépend positivement du prix du bétail, mais négativement du prix de l'input, c'est-à-dire le bien qui est en amont. Vous voyez que c'est une représentation qui est très simplifiée, à plus d'un titre, c'est-à-dire que, par exemple, la demande de soja, elle dépend uniquement de l'activité locale dans le secteur du bétail. En fait, on pourrait la faire dépendre de l'activité dans plusieurs pays. Ça serait une représentation plus précise de effectivement le fait que, quand l'activité dans un pays vers lequel on exporte du soja, l'activité en aval augmente, les exportations de soja vers ce pays augmentent. Bon. Et puis on pourrait avoir une représentation qui serait
plus précise avec un modèle microéconomique, c'est-à-dire que, eh bien, en fait, la demande de soja, on pourrait l'utiliser pour autre chose, donc par exemple dans l'industrie agroalimentaire, pour la consommation humaine. Et puis, en fait, on pourrait, en fait, à partir de l'activité dans le secteur en aval, c'est-à-dire le bétail, avoir une demande d'input, le soja, tout simplement en minimisant un coût de production sous une contrainte d'offre, exprimer en fait une demande d'input qu'on égaliserait donc à effectivement la demande, l'offre de soja pour avoir une représentation fidèle du marché. Là, on le fait de façon très simple et un petit peu ad hoc. La demande de soja dépend négativement du prix du soja et positivement de l'activité en aval, c'est-à-dire le bétail. Et l'offre de bétail dépend positivement du prix du bétail et négativement du prix de l'input, c'est-à-dire le prix du soja. Alors, vous avez de quoi maintenant faire le modèle. Il vous faut des données. Donc, je vais effectivement vous fournir ces données. Je voudrais simplement dire que le modèle que je viens de présenter, c'est un modèle qui a en fait une origine dans la littérature. C'est en fait très inspiré du modèle de Rodingen de 1997 dans un article qui s'appelle Multi-Market, Multi-Region Partial Equilibrium Modeling, dans un livre donc, qui est paru en fait dans un livre de Frank Coyce et Reinert qui s'appelle Applied Method for Trade Policy Analysis, livre que je vous recommande. Voilà, donc en fait on a une hypothèse de bien homogène au niveau des tourteaux de soja et de la viande bovine. On a 16 pays ou zones, c'est pour 2013. Les données de production et de prix sont de FAO Stat pour 2013. Alors comment j'ai procédé? En fait j'ai d'abord, comme il y a des exportations et des importations pour chaque bien par chaque pays, alors que dans la réalité, alors que en fait dans le modèle il ne supporte que soit des exportations nettes ou des importations nettes, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit il y a des exportations nettes, c'est la différence entre exportation et importation. Si c'est positif, eh bien ce sont des exportations, si c'est négatif, ce sont des importations. Ensuite, une fois que j'ai rentré effectivement la production et les exportations nettes, eh bien, j'ai ajusté la consommation locale en faisant la différence entre production et exportation nette. Donc effectivement, si exportation nette est positif, eh bien, elle diminue la production pour donner la consommation locale. Ou au contraire, si exportation nette c'est négatif, ce sont des importations. Et en plus de la production, il y a des importations qui viennent effectivement abonder une consommation locale. Ensuite, j'ai ajusté le reste du monde sur toutes les autres régions, c'est-à-dire que je suis parti d'une offre mondiale de soja et d'une offre mondiale de viande bovine. J'ai déduit en fait la somme de tous les autres offres et j'en ai déduit en fait effectivement ce qui se passe dans la région reste du monde. Ensuite, au niveau des tarifs, effectivement, j'ai pris en fait les prix producteurs. Quand j'avais des prix producteurs qui étaient supérieurs au prix mondial, eh bien j'en ai déduit qu'il y avait un tarif à l'importation et j'ai déduit la valeur de ce tarif. Et quand par contre le prix était inférieur au prix mondial, j'en ai déduit qu'il y avait une taxe à l'exportation et donc j'en ai déduit la hauteur de cette taxe à l'exportation. Voici donc les pays et régions du monde. Donc c'est un ensemble R de pays ou de régions du monde. La première colonne, eh bien, c'est le code GAMS. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Chine, l'Inde, le Paraguay, le Canada, l'Uruguay, la Bolivie, l'Ukraine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, l'Italie, le Nigeria et le reste du monde. La deuxième colonne, c'est juste un label pour expliciter le code GAMS, ce qui est relativement évident, sauf peut-être pour la dernière région du monde, ROW, qui représente en fait le reste du monde. Voici un ensemble de données pour chaque pays ou région.
D'abord le droit de douane T sur le soja, ensuite la taxe à l'exportation TX sur le soja, ensuite la demande de soja dans chaque pays ou région du monde, ensuite l'offre de soja dans chaque pays ou région du monde, ensuite un droit de douane à l'importation sur le bétail, ensuite une taxe à l'exportation sur le bétail, ensuite une demande de bétail dans chaque pays ou région du monde et une offre de bétail XSM dans chaque pays ou région du monde. Alors vous noterez qu'il n'y a pas de région reste du monde, ROW, tout simplement parce que on va déduire des offres totales par soustraction des offres dans chaque pays. Pareil pour la demande, on va déduire en fait l'offre dans le reste du monde. Voici les élasticités dont vous avez besoin pour faire cette évaluation. Ce sont des élasticités que j'ai tirées en fait donc de l'article de Groningen et que j'ai extrapolé à d'autres pays. En fait, les deux premières élasticités, EXSP et EXDP, c'est relativement simple. C'est tout simplement l'élasticité de l'offre de soja par rapport au prix local du soja pour EXSP, et puis l'élasticité de la demande de soja par rapport au prix local du soja. Donc la demande de soja, c'est XD par rapport au prix local du soja, P. Ça, ce sont pour les deux premières élasticités. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci pour la viande. Donc EXSMPM, c'est tout simplement l'élasticité de l'offre de bétail par rapport au prix du bétail. Et puis EXDMPM, c'est tout simplement l'élasticité de la demande de bétail par rapport au prix du bétail. Et puis ensuite des élasticités qui sont des élasticités un peu moins habituelles et qui sont spécifiques à cette modélisation, EXDSM et EXSMP. Alors EXDSM, c'est l'élasticité de la demande de soja par rapport à l'offre de bétail. Donc c'est l'élasticité de XD par rapport à XSM. Et puis finalement EXSMP, c'est tout simplement l'élasticité de l'offre de bétail, XSM, par rapport au prix du soja, le prix de l'input, P. Donc voilà, notez bien que vous avez juste besoin de ces élasticités parce que ce sont des spécifications isoélastiques. Vous avez encore besoin d'autres données initiales sur le prix mondial du soja. En dollars par tonne, ce sera 478 $ par tonne. Le prix mondial de la viande, c'est 1636,7 en dollars par tonne. Ensuite, l'offre mondiale de soja, ce sera 286 93 000 tonnes. Et puis l'offre mondiale de viande, en tonnes aussi, ce sera 67 511 376 tonnes. Alors, on peut avoir une modélisation plus détaillée, ça je l'ai déjà dit, et c'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez faire à l'occasion de votre projet, et vous pouvez vous inspirer, si vous avez envie de travailler dans cette direction, d'un article que j'ai mis sur le Moodle, qui est un article que j'ai publié dans American Journal of Agricultural Economics en 2014, avec Carmen Estrades et David Laborde. C'est appliqué au marché mondial des oléagineux et aux taxes à l'exportation qu'il y a dans ce secteur. On peut notamment donc travailler sur des biens substituts à un certain stade de la chaîne de valeur. Par exemple,
On peut faire effectivement, et c'est le cas dans le secteur des oléagineux, on peut faire en fait des tourteaux de l'aliment du bétail, ce qu'on appelle des cakes pour l'alimentation du bétail. On peut en faire à partir non seulement du soja, mais aussi du colza, du tournesol, etc. Et puis effectivement, on peut avoir un stade de transformation qui produit en fait deux produits. D'un côté le tourteau de soja, de l'autre côté les huiles végétales. Et bien évidemment, c'est extrêmement important pour représenter l'activité économique à ce stade de la chaîne de valeur. Voilà, donc vous pouvez aussi travailler sur, comme je l'ai indiqué, sur la représentation des liens qu'il y a entre un stade en amont et un stade en aval. Mais ça, c'est pour un projet futur. Pour l'instant, je vous demande simplement de représenter en fait ce modèle selon les principes que je vous ai donnés ici et les données donc, que je vous ai fournies. Je voudrais que vous étudiez une libéralisation du secteur du soja, premièrement, puis une libéralisation du secteur du bétail, deuxièmement, puis finalement une libéralisation totale dans le monde. D'accord ? Alors, à noter que si un choc a du mal à passer, eh ben, vous pouvez tout simplement le découper et procéder par étapes lors du passage du choc. Donc par exemple, quand vous étudiez une libéralisation totale, vous pouvez libéraliser le secteur du soja, puis libéraliser le secteur du bétail, et puis si ça ne suffit pas, eh bien, au lieu de faire la suppression par exemple des droits de douane à l'importation en une seule fois, eh bien, vous le faites progressivement en 4 fois, et à chaque fois vous faites un solve. Ça vous permet de faire un choc qui passera mieux.